Rebonsoir, comme promis, nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Ce soir, ce sera consacré sur le coup d'envoi du forum de haut niveau sur le pastoralisme Nouakchott +10. Ce forum international qui s'est tenu à Nouakchott sous le thème La décennie d'action en faveur des communautés pastorales et agro-pastorales, acquis et pistes d'avenir marque les 10 ans de la déclaration de Nouakchott de 2013. Pendant 3 jours, des experts, ministres, partenaires régionaux et internationaux se sont réunis pour évaluer le progrès accompli et définir de nouveaux engagements pour soutenir le pastoralisme dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Alors pour en parler ce soir, nous avons l'honneur de partager ce plateau avec Dr Mohamed Yahyaba, qui est conseiller du ministre de l'Élevage chargé de la production animale. Et également avec nous ce soir, Dr Idrissa Diarra, qui est coordinateur national du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, PRAPS 2, Mauritanie. Alors, avant d'entamer ce débat, avant d'entamer ces discussions, je vous propose de suivre cet élément de Maïmounologue qui revient sous les temps forts du forum de haut niveau Nouakchott +10. Faire le bilan des résultats obtenus et évaluer ces derniers ainsi que les progrès réalisés au cours des 10 dernières années dans les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Tel est l'objectif de ce forum de haut niveau sur le pastoralisme. Il vise également à revoir les stratégies en prenant compte les nouveaux défis et les nouvelles opportunités de manière à orienter les futurs investissements vers des activités permettant d'accroître la productivité et la résilience du secteur de l'élevage et d'assurer la sécurité des systèmes pastoraux dans la région. Dans son allocution, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Mokhtar Al-Ousseynou Lam, a mis l'accent sur le rôle du secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage joue un rôle important dans l'économie des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et contribue de manière significative à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplois. En Mauritanie, il constitue un pilier du système économique et social du pays, contribuant à hauteur de 10% de notre PIB. Cependant, la résilience des communautés pastorales a été affectée par les changements climatiques et les impacts environnementaux, économiques, sociaux et parfois politiques qui en découlent. Pour sa part, le ministre de l'Élevage, El Mokhtar Ould Ghagui, a déclaré qu'au cours des 10 dernières années, la région du Sahel a réalisé des progrès significatifs grâce aux efforts conjoints, soulignant que le forum vient aujourd'hui honorer et renforcer ce partenariat essentiel guidé par une vision commune de la promotion du développement durable et de la résilience de nos communautés pastorales, qui sont souvent en première ligne du changement climatique. C'est dans ce siège que le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, Dr Abdoulaye Mohamedou, a mentionné l'importance de la déclaration de Nouakchott. Depuis 2013, la déclaration de Nouakchott est devenue la boussole d'un partenariat stratégique entre le SILS, la CEDEAO, l'UEMOA et leurs États membres, les organisations pastorales et les partenaires techniques et financiers. Elle a surtout éclairé la formulation et la mise en œuvre de nombreux projets et programmes visant à renforcer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs au niveau des pays comme au plan régional. De son côté, Dr Chakib Jenen, directeur régional pour le développement durable pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Banque mondiale, soutient que le pastoralisme contribue à la gestion durable de ressources naturelles. En effet, le pastoralisme contribue à la gestion durable des ressources naturelles, au maintien d'un bilan carbone positif et à la préservation d'un patrimoine unique qui constitue un atout majeur pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Ce forum s'inscrit également dans le cadre des engagements de l'Union africaine
et de la stratégie post-Malabo qui sera présentée lors du sommet extraordinaire en janvier prochain à Kampala, en Ouganda. Il est essentiel que ce forum adresse des messages forts à la Commission de l'Union africaine afin de renforcer la place du pastoralisme dans les politiques régionales et d'apporter un appui significatif à nos communautés pastorales. Ce forum de haut niveau sur le pastoralisme de 3 jours est placé sous le thème Nouakchott +10, une décennie d'action en faveur des communautés pastorales et agropastorales acquis et pistes d'avenir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Zoom Sur et ce soir nous allons parler du forum agropastoral qui s'est déroulé à Nouakchott. Alors une décennie d'action, quelle importance aujourd'hui revêt ce forum, Dr Mohamed Yahya? Merci, bonsoir. Donc permettez-moi tout d'abord de remercier la TVM pour cette invitation. Donc Nouakchott +10, c'est le 10e anniversaire de la déclaration de Nouakchott, qui avait pour objectif de sécuriser les systèmes pastoraux et de mettre en œuvre l'importance de l'élevage dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'élevage est maintenant au cœur des politiques et stratégies des différents pays de cette région. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, quelle avancée aujourd'hui durant ces 10 ans, quelle avancée justement avec la déclaration de Nouakchott et tout ce qui a été mis en place, quelle avancée avons-nous mis en place et qu'est-ce que nous avons remarqué pendant ces 10 ans? 10 ans après cette déclaration, il a été décidé au début d'évaluer le bilan de ces 10 années et d'identifier les défis à relever et de voir les perspectives. Au niveau du bilan, le bilan est positif globalement. C'est ce qui a été ressorti par les différents participants de ce forum, dont la présence était très forte. On a eu plus de 300 participants étrangers, dont les ministres en charge de l'élevage dans ces pays, les organisations socio-professionnelles, les organisations internationales, les organisations régionales, les privés, et les partenaires techniques et financiers. Et tous ont été d'accord sur les progrès réalisés au niveau, après 10 ans de mise en œuvre de la déclaration de Nouakchott. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout quand on regarde, il y a eu pas mal de projets régionaux et nationaux qui ont vu le jour, dont le PRAPS, avec des acquis importants, aussi bien au niveau de la santé animale, qu'au niveau des infrastructures d'élevage, qu'au niveau de la gestion durable des ressources naturelles. Donc, on a aussi bien au niveau de la coopération transfrontalière entre les pays de la région. Nous revions tout à l'heure sur l'importance justement de cette coordination transfrontalière. Docteur Diarra, dites-nous, vous êtes le coordinateur national du PRAPS de Mauritanie. Quel bilan faites-vous justement de ces 10 ans d'action aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Merci à la télévision mauritanienne pour cette opportunité. Nous a offert plusieurs opportunités pour préparer ce forum et aussi au cours du forum. On vous en remercie beaucoup. Donc, pour étayer les propos de M. le conseiller, je me permets de faire un peu d'historique. En 2013, il y a eu une réflexion et des concertations qui ont commencé au niveau de N'Djamena. Un constat qui est clair. L'élevage traditionnel, l'élevage pastoral, faisait face à des défis réels. C'était des défis sécuritaires, des défis de changement climatique, qui faisaient que les éleveurs commençaient, surtout les fils d'éleveurs, commençaient à se désintéresser à l'activité traditionnelle de leur famille. Donc, cette réflexion s'est poursuivie jusqu'à Nouakchott, où il y a eu un sommet de haut niveau des chefs d'État, qui a lancé un appel en fonction du renforcement de la résilience de ces populations pastorales et de leur système de production, qui a été faite des déclarations de Nouakchott de 2013. Et après cette déclaration, donc la Banque mondiale en toute première a répondu par le financement d'un projet structurant assez important, c'est le projet PRAPS, phase 1, phase 2. Donc véritablement, avec au jour d'aujourd'hui, presque $1 milliard ont été investis par ce partenaire. Ça a fait un effet d'entraînement
il l'a dit, par d'autres projets de l'Union européenne, de la Banque africaine de développement. Tous les partenaires ont répondu. Les acquis ont été passés en revue pendant ce forum. Les acquis sont positifs globalement, mais il y a un mais. Parce que cette décennie, il faut dire que les défis ont été encore plus grands. L'insécurité s'est accrue, les changements climatiques sont une évidence, vous avez vu cette année avec les inondations, mais aussi il y a eu les épidémies, les maladies, la Covid-19, Ebola. Tout ceci, malgré cela, on a constaté dans certaines régions du monde où il y a eu une décroissance des économies rurales, une étude a été faite. Son résultat a été qu'il y a eu juste une légère croissance, donc une stagnation de la croissance de l'économie pastorale, ce qui en soi est une grande prouesse. Car ces défis que nous avons traversés cette décennie, on devait se retrouver aujourd'hui avec une économie décroissante. Mais Dieu merci, vraiment, l'économie pastorale a tenu grâce aux investissements publics des États, mais aussi des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Quand nous parlons aujourd'hui d'engagement pris en 2013, et en quoi ces engagements ont contribué vraiment, concrètement au développement durable des pratiques pastorales? Alors, donc, si je prends le cas du projet PRAPS, la première idée, c'était de préserver la santé du cheptel. Donc, il y a eu énormément des activités importantes de renforcement des services vétérinaires pour qu'ils puissent délivrer un service de qualité, des campagnes de vaccination à grande échelle, des infrastructures flambant neuves, que ce soit des parcs de vaccination, mais aussi des postes vétérinaires qui ont été rénovés. Sur le plan de la gestion des ressources naturelles, il y a eu des concertations pour créer des règles de gestion consensuelles aux ressources naturelles pour éviter les conflits, mais également il y a eu des infrastructures d'hydraulique pastorale en grand nombre qui ont été importées. Vraiment, on parle des millions d'hectares de superficies, des parcours qui ont été mis sous gestion durable, c'est-à-dire où on a créé des règles consensuelles d'accès qui préviennent les conflits. L'autre réalisation concrète ou bilan, ce sont les infrastructures d'accès au marché, que ce soit les marchés de bétail et des abattoirs qui ont été construits. De telle sorte que ces infrastructures, je prends le PRAPS, c'est dans 6 pays. Mais il y a d'autres projets qui sont aussi dans la sous-région qui font la même approche. Donc on a la même approche. On parle de l'élevage pastoral. C'est un élevage qui se déplace. Il y a des couloirs de transhumance. Ce sont le long de ces couloirs et le long des frontières entre nos pays où ces investissements ont été réalisés pour permettre aux éleveurs, qu'ils soient d'un côté ou l'autre de nos frontières, qu'ils puissent accéder à ce service que je viens de dire. Non moins important, on sait que parmi ces populations, certes, on dit que certains ont des animaux, mais non, ils ne connaissent pas la valeur. Les infrastructures marchandes, c'est pour un peu leur permettre d'accéder au marché. Mais il y a une frange de cette population qui est une population très vulnérable. Il y a eu des actions importantes d'inclusion sociale et économique qui ont été prises à l'endroit de ces populations. Ça consiste normalement depuis l'alphabétisation à la formation à des métiers en milieu rural, mais aussi le financement d'activités génératrices de revenus. Vraiment, c'est des activités fortes et structurantes pour ces populations qui font l'unanimité aujourd'hui. Aujourd'hui, dites-nous, Dr Mohamed Yahya, quelle place aujourd'hui concrètement, nous avons parlé de différents bilans au niveau du Sahel, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais quelle place aujourd'hui la Mauritanie accorde justement de ce secteur-là, accorde à ce secteur? La Mauritanie, déjà, c'est la capitale du pastoralisme dans ce pays. La première déclaration était faite à Nouakchott. La nouvelle déclaration, c'est à Nouakchott. Pourquoi? Ce n'est pas par hasard, c'est parce que la Mauritanie, c'est un pays pastoral par excellence. Et tout le monde le connaît, ça. Donc, la Mauritanie a déjà, surtout, je vous rappelle le discours historique de son Excellence, Son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, à Tumbedra, où il a tracé, où il a donné à l'élevage une importance spécifique. Et après ce discours, il a créé un département spécifique à l'élevage. Il a créé des sociétés spécifiques pour le développement des produits d'élevage. Il a créé un organisme
pour le pastoralisme au niveau l'ONARDEP, l'Office national de développement de l'élevage et du pastoralisme. Donc, toute cette structure fondamentale, avec maintenant la création d'une stratégie, on est en train d'élaborer une stratégie de développement de l'élevage, mais la Mauritanie au cœur du pastoralisme dans le Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest. Tout à l'heure, docteur Diarra est revenu sur l'élevage, les défis liés au changement climatique, les défis liés à la sécurité alimentaire, la pauvreté, beaucoup de défis auxquels nous sommes passés pendant ces 10 ans. Qu'est-ce que propose maintenant avec la nouvelle déclaration face à tous ces défis, face à ce bilan que nous avons déjà qui est, disons, positif, déjà des 10 ans de la déclaration de Nouakchott? Avec la nouvelle déclaration, qu'est-ce que nous mettons en place? Avec la nouvelle déclaration, on a 4 grands axes. La vision, c'est 4 grands axes. Le premier axe, c'est valoriser le potentiel économique et la contribution à la sécurité alimentaire des systèmes d'élevage. Le deuxième axe, c'est améliorer la gouvernance des espaces pastoraux et des ressources naturelles essentielles à la production animale. Le troisième axe, c'est promouvoir une seule santé, car la santé animale est essentielle pour notre santé publique, mais aussi pour la productivité du cheptel. Le quatrième axe, c'est développer un environnement favorable aux investissements publics et privés. C'est ça les grands axes de la nouvelle déclaration de Nouakchott. Donc je suppose que ces axes stipulent que beaucoup d'autres axes ont été mis en place justement pour que ces grands axes, ces 4 grands axes dont parle tout à l'heure Dr Mohamed Yahya soient mis en place. Il faut quand même, pour étayer, beaucoup de structures à mettre en place, beaucoup d'organisations à mettre en place pour pouvoir atteindre justement ces objectifs-là. Tout à fait. Madame, je dirais que d'ailleurs l'un des bilans de la déclaration de Nouakchott plus 10, c'est la prise de conscience globale au niveau de la sous-région. Ce forum-là, on a relevé des défis. Le défi de la participation. Tous les niveaux ont été représentés au niveau de la sous-région. Les États, les ONG, les organisations pastorales régionales, mais aussi les partenaires techniques financiers. Tout le monde s'est donné la main, tout le monde a pris conscience qu'en Afrique de l'Ouest, ici, il faut dire quand même la population d'Afrique de l'Ouest, ça approvisionne 1 demi-milliard de population. Et l'élevage compte beaucoup pour cette économie, avec cette urbanisation galopante qui arrive, le rehaussement du niveau de vie des populations, il y a un besoin réel. Et c'est cet élevage qui alimente cela. Donc maintenant, la déclaration de Nouakchott 2024, contrairement à la déclaration de 2013, c'est intitulé, on l'intitule Déclaration sur le développement des élevages et la sécurisation des systèmes pastoraux. C'est-à-dire que l'élevage traditionnel, même chez nous, ce mouvement souvent crée des problèmes et il y a des frictions, mais à plus grande échelle en Afrique, il y avait des sérieux problèmes. Mais tout le monde a pris conscience aujourd'hui que cet élevage-là est indispensable aux économies de la sous-région. Mais les autres formes d'élevage que je ne vais pas citer ici doivent coexister ensemble. Donc, la déclaration de Nouakchott 2024, c'est l'intégration et la complémentarité de ces systèmes d'élevage globalement. Donc ça veut dire qu'il faut moderniser à un certain niveau, que ce soit des abattoirs, les moyens de transport. Avant, tout se faisait à pied. Mais maintenant, il faut aller vers davantage. Et Dieu merci, les partenaires techniques et financiers et les États se sont engagés à investir davantage. On le disait tout à l'heure, ce qui manque à l'élevage, chez nous et ailleurs, c'est surtout des investissements importants et structurants qui permettent à cette économie séculaire de se développer et d'intégrer les économies des pays. Mais là, comme je l'ai dit, il y a une prise de conscience globale et les partenaires sont prêts à nous accompagner dans cet effet. Tout à l'heure, nous avons vu dans le reportage que la salle était quand même bondée de monde. Est-ce que selon vous, c'est aussi une prise de conscience et une forme de prise de conscience justement de ces États-là et même de l'État mauritanien aujourd'hui face à ce défi qui est le pastoralisme? Tout à fait. Bon, je ne reviens pas sur ce que le Conseil technique l'a dit. Monsieur le Président de la République, à la foire de Timbedra, a fait une déclaration depuis lors. C'est une lancée. Le ministère de l'élevage est individualisé avec des objectifs clairs et
des fonds davantage qui sont mis à leur disposition et avec des outils techniques des départements pour exécuter ça. Cette prise de conscience chez nous est le même dans tous les autres pays. Notre économie ici, bien qu'on n'ait pas de frontière avec la Côte d'Ivoire, est interdépendante avec l'économie. Parce que les pays qui sont entre nous et la Côte d'Ivoire, c'est comme un système de vases communicants, on communique et ils communiquent avec eux. Donc, on a compris, pour les économies de la région, d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, il faut que ce système-là soit accompagné et s'adapter. Puisque le monde évolue, effectivement, la transhumance traditionnelle, le mode d'élevage traditionnel ne peut pas continuer ainsi. Il faut qu'il soit réglé et accompagné. Et bien sûr, les autres types d'élevage, que ce soit intensif pour la production de viande ou de lait, doivent aussi coexister avec ce système, avec une certaine complémentarité. D'ailleurs, ce forum a été l'occasion, puisque tout le monde a répondu, mais chacun en venant, et certains avaient des idées arrêtées, où il faut tout transhumance partout, un peu partout. D'autres qui disent non, l'argent, il faut le prendre pour faire des exploitations maîtrisées et tout ça. Mais à la fin, on a tous convenu qu'il faut des interconnexions et des interrelations entre les différents systèmes d'élevage. D'où la déclaration, donc le développement des élevages et la sécurisation des systèmes pastoraux qui sont le système traditionnel d'élevage. Le ministre, nous l'avons entendu tout à l'heure, de l'élevage a évoqué quand même les défis liés au changement climatique, je le disais tout à l'heure, la sécurité alimentaire et la pauvreté pour les communautés pastorales. Comment vous voyez, ce forum propose-t-il des solutions justement pour toutes ces questions-là? Comme a dit le coordinateur maintenant, il y a une différence nette entre la déclaration de Nouakchott en 2013 et c'est la déclaration en 2024. Parce que le contexte est vraiment changé, c'est pour tenir compte de ça. Parce que les pays, on connaît déjà, il y a les défis du Covid-19, il y a les changements climatiques. Et donc tout ça, maintenant, on ne parle plus seulement, comme en Nouakchott 2013, du pastoralisme, mais de l'élevage de façon globale, avec les différents systèmes d'élevage et trouver des liaisons entre les systèmes d'élevage. Parce que maintenant, pour faire face à tout ça, on a besoin de sécuriser l'élevage pastoral, mais on a besoin d'intensifier l'élevage, parce que c'est les systèmes intensifs qui sont les plus productifs. On a un système d'améliorer la productivité de nos cheptels. On a besoin d'améliorer, de faire des cultures fourragères, par exemple, pour l'alimentation. Il y a des problèmes de l'alimentation cruciaux au niveau de ces pays. Donc maintenant, il y a la gestion de l'espace pastoral. Il y a une intégration régionale, parce que maintenant, l'élevage ne connaît pas de frontières. Donc, on travaille d'une approche régionale avec les pays voisins. Donc, il y a des problèmes d'insécurité pour certains pays dans la région. Donc, on a de nouveaux défis et donc, on a de nouvelles solutions pour remonter ces défis. C'est l'amélioration de la productivité de l'élevage et de la productivité des systèmes pastoraux. À ce niveau, on a toujours besoin, puisqu'effectivement, bon, les territoires ruraux, il y a toujours une certaine pauvreté. Comme l'a dit M. le ministre, il y a toujours ce besoin de prendre en compte de manière spécifique les besoins de les plus vulnérables parmi les plus vulnérables, en renforçant leur résilience. Donc il y a des investissements d'accompagnement, comme je l'ai cité tantôt, que ce soit des sous-projets générateurs de revenus, des formations pour avoir l'autonomie des femmes et des jeunes pour qu'ils puissent vraiment avoir des métiers et vivre de cela. Et d'autres investissements plus structurants qui leur permettent d'accéder à des crédits et créer des activités au niveau rural aussi. Justement, quand nous parlons d'investissement et de revenus, quels bénéfices économiques sont attendus justement pour la région, que ce soit le Sahel directement ou pour l'Afrique de l'Ouest? Alors, le Sahel, il faut dire, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, comme on l'a dit au jour d'aujourd'hui, les besoins en viande rouge sont en 99% couverts, et essentiellement par cet élevage pastoral. C'est la brousse qui envoie la viande à la ville. À ce niveau, on est plutôt bon, j'allais dire. Maintenant, il faut faire des investissements pour répondre aux défis qui se posent. Le défi, c'est quoi? C'est le défi de la population, c'est-à-dire que l'augmentation de la population, mais aussi de l'urbanisation. Donc, il faut qu'on maintienne le cap à ce niveau. Et il y a une concurrence qui est faite à cette viande rouge, c'est l'importation de la viande blanche.
Donc c'est des enjeux qui sont là. Il faut que les pays en tiennent compte et que des investissements se fassent par ça. L'autre défi où on a des sérieux problèmes, c'est le lait. Donc la déclaration est revenue beaucoup sur ça. Il y a des grands efforts à fournir, puisque actuellement, pratiquement 80% des besoins en lait du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est importé sous forme de lait en poudre qui est reconstitué. Étant donné qu'on a un cheptel potentiel, on a pratiquement plus de 100 millions de bovins, plus de 5 millions de dromadaires et plus de 400 millions de petits ruminants entre chèvres et moutons qui sont dans cet espace, qui peuvent être élevés de telle sorte qu'on augmente notre productivité en lait. Mais peut-être la question se pose que ce soit que nous ayons l'autosuffisance en production laitière et l'exportation, ou même exporter. Non, en viande d'abord. En viande. Pour le moment, on a l'autosuffisance en viande. En viande. À 99%. Mais en lait, on est dépendant à plus de 80%. Est-ce que les ressources humaines ou même les ressources tout court sont fournies pour ça? En matière d'usine, en matière de transformation et autres? Ce que je vous disais tantôt, on est en train de s'adapter pour moderniser. On ne peut plus laisser à l'élevage traditionnel d'avant, où il y a juste une période de 2-3 mois dans l'année où il y a une productivité. Donc, chemin faisant, l'appel lancé aux investisseurs privés pour d'abord essayer de nous aider à combler le gap alimentaire. Vous savez, en dehors de ces zones de pluie, la grande partie de la zone du Sahel, il n'y a plus de ressources alimentaires. Donc là, il y a un gap à combler à ce niveau. Mais il y a des investissements aussi à faire pour moderniser, pour créer des usines, mais pour permettre aux éleveurs eux-mêmes d'accéder à des crédits pour élever leurs animaux et produire du lait pour fournir les usines. Ici, en Mauritanie, il a dit tantôt, on est en train de faire, l'État, avec les moyens depuis quelques années, est en train de développer un bassin laitier au niveau du Haut-Charqui, à l'image de ce qui se fait au niveau du Trarza. Vous savez déjà, pratiquement sans intervention publique, les opérateurs privés ont pu, comme la zone de Trarza n'est pas loin de Nouakchott, mettre en place un système qui est unique dans la zone du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, où on peut collecter les laits et le mener en usine, le transformer, notamment en lait pasteurisé. Et ce qui est déjà un premier défi à relever dans tous les autres pays aussi de l'Afrique de l'Ouest. C'est le premier pas vers l'autosuffisance en lait. Parce que la Mauritanie ambitionne quand même d'atteindre l'autosuffisance, parce que la viande rouge, ça va. L'autosuffisance en lait, mais aussi d'exporter la viande rouge. D'exporter la viande rouge. C'est là où il y a toute une stratégie au niveau du ministère de l'élevage, avec des axes qui sont aujourd'hui même on travaillé. C'est la lettre de mission que M. le Premier ministre a fait pour le secteur de l'élevage. On est en train de travailler exactement sur des axes stratégiques pour arriver à développer, à aller vers cette autosuffisance en lait, mais aussi l'exportation aussi de la viande, notamment par la construction d'abattoirs modernes, mais l'acquisition aussi des équipements modernes pour la transformation de la viande. Et sa commercialisation, d'abord, le premier pas, c'est d'abord la sécurité sanitaire, puisque le premier frein à l'exportation de la viande, ça revient encore, comme il a dit, au problème de santé. Parce que quand tu veux exporter un produit, il faut que tu donnes le certificat que le produit est sain, internationales et tout ça. Donc, vraiment, le ministère de l'élevage est au cœur de ces visions, de ces stratégies pour le développement de la production laitière jusqu'à l'autosuffisance, mais aussi, bien sûr, l'exportation des viandes rouges. Docteur Mohamed Yahya, pouvez-vous revenir un peu sur le plan d'action? Oui, c'est parce que c'est vraiment les deux objectifs principaux du département maintenant de la Mauritanie, c'est l'autosuffisance en lait et l'exportation de la viande. On travaille sur ça. Je pense qu'on va y arriver bientôt. Au niveau du premier objectif, qui est l'autosuffisance en lait, on travaille sur la première axe, c'est la productivité du cheptel. Il faut améliorer la productivité pour améliorer la production. Améliorer la production, les quantités produites du lait. Et ça, on travaille aussi bien à travers la santé animale, parce qu'un animal malade ne peut pas produire. Donc, on travaille sur l'amélioration de la santé animale, l'amélioration de l'alimentation, parce qu'il faut bien nourrir les animaux pour qu'ils puissent donner le lait. Donc, c'est l'alimentation. Le troisième axe, c'est l'amélioration génétique. Parce que même si on nourrit et on soigne les animaux actuels, nos races, ils vont atteindre un seuil de productivité. Ils ne peuvent pas dépasser ce seuil. Donc, il faut maintenant aller
à l'amélioration génétique pour dépasser les seuils de productivité actuelle, pour passer de 4 litres, 5 litres, 10 litres de nos races à 15, 20, 30, on est obligé de travailler génétiquement. Donc l'amélioration génétique est un axe important pour la productivité. Ça, c'est le premier axe, c'est un peu pour la productivité du cheptel et la production. Donc maintenant, si on augmente la production, le deuxième axe, c'est la transformation. Il faut transformer les laits. Il faut multiplier les centres de collecte pour collecter les laits, mais aussi il faut les usines pour travailler sur ça. Et c'est pour cela que je vous ai dit, nous, on travaille sur 2 bassins. On a le bassin du Trarza et du Brakna qui alimente les usines de Nouakchott, mais on travaille encore sur le bassin du Hod Chaqi, qui est la région la plus importante au niveau de l'élevage pour nous, qu'il faut développer. Et maintenant, l'État développe. On a une usine qui va démarrer, Inch'Allah, avant la fin de l'année. On est sur ça pour le démarrage de cette usine, mais surtout le bassin laitier, pour un peu faire des fermes. On est en train de faire des fermes d'élevage pour la production de lait. On a une à Tumbedra, on a une à côté de Nema. Donc on va travailler sur des fermes, mais on va encore multiplier les centres de collecte. On va multiplier l'insémination artificielle pour l'amélioration génétique des animaux. Et on va multiplier les cultures fourragères. Parce que l'alimentation est essentielle. Pour produire le lait, il faut bien alimenter les animaux. Et le système pastoral ne permet pas, maintenant, les ressources qu'on a au niveau, les ressources pastorales ne permettent pas de nourrir les animaux 12 mois sur 12. Comment vous faites maintenant? Maintenant, on est en train de développer d'autres solutions qui sont les cultures fourragères. Les cultures fourragères dans certaines sociétés, mais aussi on a au niveau de l'agriculture, on a des sous-produits agricoles. Il faut valoriser ces sous-produits. Il faut améliorer les pâturages naturels qui existent. En améliorant la productivité, il faut aller à la collecte du fourrage naturel. Parce qu'on a beaucoup de fourrage qui est avec les feux de brousse qui sont brûlés chaque année. Il faut essayer de lutter contre ces feux de brousse, mais surtout travailler sur les fourrages pour enrichir ces fourrages, mais un peu pour les conserver. Donc on a, comme ce qui se passe dans le boîte, on a des balles à faire, on peut faire des usines pour conserver un peu les fourrages naturels et autres. Donc on travaille sur toute l'alimentation pour pouvoir alimenter les animaux. Parce que si on n'alimente pas les animaux durant les 12 mois, comme il a dit, on a toujours la période de soudure qui est très longue souvent chez nous, et donc il faut trouver la place. Surtout que maintenant, encore avec des problèmes, la transhumance transfrontalière qui était très pratiquée dans certaines régions du pays, avec l'insécurité qui existe dans d'autres pays, il faut trouver des solutions. Les gens ne peuvent plus passer dans d'autres pays à cause de ces problèmes de sécurité que vous connaissez bien. Donc, il faut trouver d'autres solutions. On a un projet important qu'on appelle le projet Aukar. Le projet Aukar, un peu, qui va développer, qui va dans ce projet de l'espace Aukar. Vous connaissez l'espace Aukar, c'est tout un espace. Son problème, qu'il n'y a pas de points d'eau. Donc il faut creuser les points d'eau, il faut mettre les infrastructures nécessaires pour alimenter les animaux, pour que la transhumance, les animaux qui partent à la transhumance retournent à ces terres au niveau d'Aukar. C'est dans quelle zone? Aukar, c'est dans toute la zone d'Adhar, dans la zone de Nem Hod Sharqi d'Adhar. On commence par ce projet pilote, mais ça se trouve au nord, dans toute la zone saharienne de la Mauritanie presque. Dans toutes les wilayas de Hod Sharqi, Assaba, Taga, Gorgone. Parce que maintenant, ce qu'on exploite mieux, c'est la zone saharienne. Mais dans la zone saharienne, on a des pâturages. Ne sont pas importants, il faut les valoriser, les multiplier et en profiter. Super, madame, comme dit le conseiller, en fait, le ministère est en train de montrer la voie à suivre. Mais l'élevage, comme toutes les autres activités, c'est une activité économique. Donc, c'est l'affaire des privés. Donc, vraiment, c'est un appel qui est lancé aux opérateurs privés pour venir investir, pour permettre de développer. Et en investissant, ils vont avoir des bénéfices, mais ils vont développer notre élevage en accompagnant. Mais tout ce qu'il a dit, c'est vraiment le ministère qui a défini les objectifs, les stratégies,
Et derrière, il faut qu'il y ait des investissements. On peut dire que l'État, à ce niveau, le ministère et ses projets comme le nôtre d'accompagnement montrent l'exemple. Mais avec l'argent public seulement, ça ne suffit pas pour développer le secteur. Il faut que les privés viennent derrière. Certes, à Timbedra, les privés avaient répondu présent, mais jusqu'à présent, les fonds qu'ils veulent mobiliser n'ont pas pu encore être investis. On travaille là-dessus pour trouver des mécanismes de financement, des activités structurantes pour le développement des chaînes de valeur, que ce soit la viande, le lait, les peaux, les cuirs, mais aussi l'agriculture. Tout ça, c'est des besoins. Donc, il a dit que notre pays est leader à ce niveau. Ce qui est en train de se faire chez nous, c'est une grande prise de conscience, mais on voudrait que ce soit la même chose. Et c'est la même chose qui est en train de se passer dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cet espace-là, CEDEAO plus quelques autres pays, c'est notre espace de vie. C'est un espace économique unique. Et je pense qu'au niveau politique, il y a une certaine prise de conscience pour travailler la main dans la main. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire que nos animaux vont... On va prendre tous nos animaux et ne pas aller au Sénégal ou au Mali. Tout comme eux, ils ne peuvent pas dire qu'ils vont empêcher nos animaux de venir. C'est un mouvement de va-et-vient entre nos différents pays. Pour des raisons pratiques, parce qu'il y a un système d'élevage qui fait qu'ils ont besoin de ce développement. Parfois, c'est pour des raisons stratégiques, puisqu'il n'y a pas de ressources alimentaires, il faut seulement aller chercher les ressources. Et la même chose existe entre le Burkina, le Ghana, le Mali avec Côte d'Ivoire, etc. Est-ce que justement la déclaration dernière, celle de 2013 et cette déclaration de 2024, permet un petit peu à tous ces pays de comprendre que c'est l'importance justement de cette transhumance-là? Tout à fait. En 2013, c'était une déclaration essentiellement sur le pastoralisme. Et le pastoralisme, c'est ce qu'il y a dans le Sahel. Et maintenant, quand vous regardez la déclaration qui est là, on parle toujours de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Donc l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire tous les pays côtiers. Les pays côtiers qui sont des pays très urbanisés, très peuplés, qui ont besoin de ces ressources, mais qui, à un moment, pensaient que notre transhumance dérangeait un peu leur système économique. Ils ont voulu mettre des freins, mais avec la concertation et des explications, tout le monde a compris qu'on a tous intérêt à ce que ce système s'adapte, mais continue. Mais qu'on crée de nouveaux systèmes modernisés pour augmenter la productivité afin d'avoir des produits de meilleure qualité et en toute période dans l'année. Alors c'est une question que je pose à vous deux, si vous le permettez. Aujourd'hui, nous parlons du développement de l'agropastoralisme en Mauritanie, de l'importance aujourd'hui qu'il y ait des investissements, vraiment quelque chose de concret. Voilà. Mais qu'est-ce que nous, en Mauritanie, nous faisons justement pour attirer ces investisseurs-là et pour les sécuriser, parce qu'ils ont quand même besoin d'une certaine sécurité, je pense, aujourd'hui pour investir. Nous aimerions savoir qu'est-ce que la Mauritanie fait aujourd'hui pour sécuriser justement cet espace d'investissement et permettre aussi aux investisseurs de venir. Je pense qu'on a un code d'investissement qui est parmi les codes d'investissement au niveau de la région qui facilite le plus l'investissement étranger dans notre pays. Parce que c'est un code où l'investisseur trouve beaucoup d'avantages pour investir en Nouakchott. Maintenant, on veut un code même, il y a une transformation. Quand on investit, par exemple à Nema ou à l'intérieur, on a plus d'avantages que quand on investit en Nouakchott. C'est un peu pour améliorer l'investissement. En plus, il y a, au niveau de la sécurité, nous sommes un pays, alhamdoulilah, où on n'a pas de problème pour l'investissement. On a beaucoup de sociétés maintenant qui viennent investir chez nous. Par exemple, pour l'exportation de la viande, on a une société soudanaise qui est en train de construire au niveau de la région de Brakna, à Alek, qui veut travailler, investir dans l'exportation des animaux au début, mais de la viande après. On est en train encore de construire, élaborer et construire un abattoir moderne pour pouvoir exporter la viande. Et on a beaucoup d'investisseurs qui viennent chez nous maintenant. Au niveau de ce forum, la Banque mondiale et les autres partenaires de développement se sont engagés à renforcer leur coopération et à renforcer le soutien aussi bien financier que technique dans le secteur de l'élevage. Donc maintenant, ils sont conscients dans le secteur de l'élevage. Et
Et au niveau de la transhumance, comme vous avez dit, entre les pays, maintenant, après la déclaration de Nouakchott, il y a la mise en place de ce qu'on appelle les semaines pastorales. Les semaines pastorales où les pays qui sont frontaliers font une collaboration entre, par exemple, il y a à Guidimara, avec la région de Guidimara, avec la région de Caille et Tambacounda. Chaque 2 ans, ils se réunissent dans une de ces régions et font une évaluation de la transhumance au niveau de cette région. Et on a encore la mise en place d'un observatoire régional sur l'élevage mobile dans l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, qui vient d'être élaboré et adopté en 2024 par les ministres de l'élevage de ces pays. Donc, il y a des instruments de collaboration et de mise en place. Tout à fait. Moi, je pense que sans être un expert en économie, ces dernières années, notre pays a fourni beaucoup d'efforts pour l'amélioration du climat des affaires, avec la mise en place du système de guichet unique. Donc, c'est très, très facile maintenant de s'installer comme entreprise en Mauritanie, qu'on soit mauritanien ou étranger. Et je pense que notre agence pour la promotion de l'investissement en Mauritanie, avec Mme Lam, fait du joli travail d'accompagnement à ce niveau pour faire de la visibilité et des opportunités qu'il y a dans notre pays à ce niveau. Donc, les partenaires techniques et économiques, la Banque mondiale, ce qui nous finance, le financement public, c'est au niveau de l'IDA, mais aussi leur institution qui accompagne le secteur privé, qu'on appelle l'AFC, fait beaucoup d'investissements, et notamment dans le domaine de l'élevage, pour la création des usines, pour la création des abattoirs, donc en fonction des besoins pour le développement de l'élevage. Je pense que l'avenir est assez prometteur, aussi bien pour notre pays que pour la sous-région. Cette prise de conscience, ça permet d'aller vraiment très loin dans le développement de l'élevage. Comme il a dit, les partenaires techniques et financiers se sont engagés vraiment, parce que c'est l'économie, c'est le cœur de l'économie de la zone du Sahélienne et même actuellement de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la zone côtière. Donc sans ce système d'élevage, sans l'élevage, on serait à 100% dépendant des importations, et on sait ce que ça veut dire, dépendre des importations, c'est de ne pas maîtriser les coûts, mais aussi de l'impact sur les changements climatiques qui s'aggravent davantage. Vous avez parlé de prise de conscience aujourd'hui qu'on a au niveau de la région, de la sous-région. Est-ce que par exemple, diriez-vous que les populations, que ce soit mauritaniennes, que ce soit les populations de la sous-région, ont conscience aujourd'hui de l'importance justement de l'élevage, de l'agropastorisme dans ces régions-là, dans ces contrées-là? Tout à fait. Non seulement ils prennent conscience, mais deviennent de plus en plus exigeants en termes de produits. Donc nous, je prends seulement le cas de Nouakchott ici, pratiquement toutes les familles montrent maintenant la préférence pour consommer le lait local. Le lait local. Mahali, quand on dit, tout le monde va à la recherche de ça. Et moi, quand je pars à Bamako, je pars à Dakar, là où je suis, je cherche le lait local. Donc vraiment, il y a une coalition pour la promotion du développement du lait local qui s'installe dans toute la sous-région. Parce que derrière, il y a une exigence des consommateurs. Donc, comme on dit, celui qui paye commande. Donc, je veux consommer tel type de produit, il faut que ce soit ce produit que vous amenez. Et ceci va aider à booster vraiment le développement de ces économies pastorales. Nous avons quand même vu le développement justement de ce secteur-là, le secteur laitier un petit peu en Mauritanie aujourd'hui, avec justement le consommé local dans les espaces de vente aujourd'hui. Donc c'est assez encourageant, je pense. Nous parlons également, la Banque mondiale, représentée par son directeur régional de développement, a souligné tout à l'heure, nous l'avons vu dans le reportage, l'importance des terres côtières et du rôle du pastoralisme dans la gestion des ressources naturelles. Qu'est-ce que cela implique? Comment le pastoralisme contribue-t-il à la gestion durable de ces ressources-là? Oui, c'est-à-dire que c'est des grands espaces. Ces grands espaces ne peuvent être valorisés en fait que par le mouvement de ces animaux à la recherche. Donc des superficies pâturées avec le passage des animaux et leurs bouses qui sont essaimées partout, ça constitue un amendement. Ça permet de régénérer ces parcours-là. Donc ça les valorise davantage. Donc les pays côtiers
qui sont des pays urbanisés, ont des besoins importants qui ne peuvent pas être satisfaits par leurs petits élevages qui sont très localisés. Donc, ils ont besoin que ce système pastoral ouvert leur apporte leurs besoins en viande, en peau et en cuir. Donc, je pense pour qui connaît un peu l'environnement de la collecte des peaux et des cuirs, on avait un système organisé chez nous, mais on a des étrangers, je ne citerai pas leur nom, qui sont là, qui préfinancent, qui donnent énormément d'argent par avance à nos bouchers pour collecter nos peaux. Ce qui fait que nous-mêmes, notre système de collecte a de peine à se remettre sur pied. Donc, c'est des sous-produits de l'élevage qui sont très valorisés, mais qui sont exportés dans la sous-région. Donc, c'est ce qui crée l'interconnexion et la complémentarité qui est recherchée et qui est demandée par tout le monde aujourd'hui. Ça, je vous dis, il y a une prise de conscience à ce niveau. Le ministre de l'Agriculture du Nigeria était là. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, tout le monde était là. Tout le monde était là. Tout le monde concerné, toutes les parties prenantes du développement de l'élevage en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel étaient là, présents au forum de Nouakchott. Et c'est une fierté pour nous, puisque nous avons relevé le défi de l'organisation, mais aussi le défi de la participation. Donc la Mauritanie n'est pas restée les bras croisés par rapport à l'organisation. Et ça, on en est très très fiers. Très fiers. Pour conclure aujourd'hui, je reviens un peu sur les conclusions du forum. Est-ce que c'est politique aujourd'hui, ou est-ce que cette nouvelle déclaration pourrait influencer, selon vous, les politiques de développement local, régional et au Sahel? Tout à fait. Ce qu'on va dire, quand vous regardez la cérémonie de clôture, la déclaration de Nouakchott, c'est un engagement. Je dis que tout le monde était présent. Donc c'est tout le monde qui se sont engagés. Les États se sont engagés. Les ONG se sont engagés. Les organisations des éleveurs au niveau régional sont engagés. Mais les partenaires techniques aussi et financiers sont engagés. Les grands axes qu'il a définis ici, à accompagner le développement de cela. Donc nous, les participants à ce forum-là, avons fait cette déclaration. Nous l'avons adoptée. Nous l'avons remis à M. le ministre des Finances et de l'économie de la Mauritanie pour qu'il le porte au président en exercice du SILS, pour qu'il fasse le plaidoyer auprès de ses pairs. Donc on vise jusqu'au niveau des chefs d'État pour que cette déclaration soit désormais, comme l'a dit le directeur de développement régional, la boussole dans le secteur exécutif, que ce soit la boussole pour les 10 ans à venir, pour le développement de l'élevage dans la zone du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Pour conclure, Dr Mohamed Yahia, justement, vous parlez du secteur exécutif du SILS, et du parler du SILS, qui a parlé de la nécessité de sécuriser le potentiel de production des populations pastorales aujourd'hui. D'accord. Avant de passer, je vous dis que la réussite de ce forum a été aussi bien au niveau de son organisation, qu'au niveau de sa participation, qu'au niveau du contenu de la déclaration que je vous remets pour voir un peu la déclaration de Nouakchott. Ça, c'est la déclaration de Nouakchott. Cette déclaration permettra sans doute de sécuriser les systèmes pastoraux, comme on a dit, parce qu'on a la sécurisation des systèmes pastoraux, mais encore le développement des autres systèmes d'élevage. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci à vous, Dr Mohamed Yahia Bah. Je rappelle que vous êtes le conseiller du ministre de l'Élevage chargé de la production animale. Merci également à vous, Dr Idrissa Djara, coordinateur national du projet PRAPS 2 Mauritanie. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Voilà, bonne soirée à vous, chers téléspectateurs, et un grand merci encore une fois à l'équipe technique. Bonne soirée.